Et donc, alors, je suis ravi de me retrouver voilà, dans ces locaux, dans ces murs, dans cette salle que je connais quand même particulièrement bien. C'est celle où je sévis le plus souvent, donc c'est un bonheur. Donc, moi, je suis Philippe Gabillier, je suis professeur de psychologie sociale à l'ESCP, à l'ESCP Business School, qui est une école de management. Et je fais partie, je dirais, de la bande à mosaïque depuis le début. Enfin, quasiment le début. Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans, absolument, voilà. Oui, oui, c'est bon, 30 ans à peu près. Et là, en l'occurrence, j'ai très très longtemps travaillé avec Mosaïque sur les problématiques du futur. Je continue d'ailleurs à le faire régulièrement dans le MBC. Et puis, il y a un an ou deux, je lui ai dit, ben, tout ce que je fais en séminaire ici, j'ai toujours fait ça pour des entreprises ou pour des coachs. Je lui ai dit, mais j'aimerais bien faire un truc un peu grand public, quoi. Quelque chose qui soit un peu pour tout le monde, comme j'avais fait à l'époque pour l'optimisme, pour la chance ou pour d'autres choses. Et je lui ai dit, ben, tiens, je vais écrire un truc, mais grand public. Alors je croyais avoir une idée de génie, j'avais trouvé un titre, j'avais appelé ça, c'était le guide pratique du voyage dans l'avenir à l'usage de tous. Je trouvais ça rigolo. Et là, je présente ça à des éditeurs, l'éditeur me dit d'accord, et en revanche, le diffuseur, le diffuseur qui devait dire, ah oui, mais le bouquin, on le prend, mais pas le titre. Je dis, non, mais c'est un titre qui porte malheur. Quand vous avez un... Comment ça s'appelle? C'est que les gars du business, quoi, chez l'éditeur, c'est Flammarion quand même, hein, donc c'est pas des... On n'est pas dans le bouclard du coin. Ah, dit non, il dit, mais j'ai des chiffres, et le gars me sort, ça peut vous intéresser, il me dit, regardez, sur les 3 dernières années, tous les bouquins qui sont sortis en langue française, dans lesquels il y avait avenir ou futur dans le titre, ça a été des bides. Dis donc, pour nous, maintenant, c'est devenu... c'est mauvais sort. Quoi. Donc, on ne veut pas du mot avenir ou futur, ni dans le titre, ni dans la 4e de couverture. Moi, mon bouquin, il parle d'avenir. Démerde-toi avec ça. Hein. C'est quand même pas facile. Et après, en discutant, on s'est dit, mais dans le fond, l'avenir, le futur, tout ça, bon, c'est un télo. Quoi. Si on essaye de regarder concrètement ce qu'il en est, on va essayer de partir sur une autre notion, qui va être la notion d'inattendu. Et alors, quel est le paradoxe en la matière? C'est que par définition, si c'est inattendu, d'accord, c'est qu'on ne le voit pas venir. Ça me semble évident. Et donc, dans le fond, on dit, ben, tiens, on va essayer de voir comment est-ce que, à quelles conditions, on pourrait peut-être essayer de faire de l'imprévu une opportunité, ça c'est le point de départ, mais sachant qu'on va retrouver tout au long de la réflexion, on aura ce paradoxe. C'est-à-dire que déjà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et dans les choses qui vont arriver demain, il y en aura qu'on a peut-être vu venir, il y en a qu'on n'a pas vu venir du tout. Donc là, on a un double effet qui se coule, si vous voulez, qu'on va essayer de creuser. C'est le romancier, c'est Christian Bobin, qui avait eu cette jolie phrase, il disait « Ne rien prévoir, sinon l'imprévisible, ne rien attendre, sinon l'inattendu. » Bon, alors ça, quand on est poète, ça va. Quand on est un amoureux ou une amoureuse transie, ça va aussi. Mais quand on est chef d'entreprise, ou quand on est ministre de la Santé, ça craint. Hein. Il faut quand même bien admettre. Parce que le coût de l'inattendu, bon, on a bien vu, nous, depuis 2 ans, on est dans l'inattendu. On s'en serait un peu passé, mais bon, on est dedans. Alors, c'est en plus que l'inattendu, c'est pas obligatoirement quelque chose de très... Vous voyez, c'est pas... L'inattendu, c'est pas Godzilla qui nous tombe dessus, par exemple. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas une attaque d'extraterrestres. C'est pas ça non plus. Je ne pense pas que ce soit l'arrivée des morts vivants. C'est pas non plus l'inattendu, tout ça. Et c'est pas la collapsologie, mais tout ne va pas s'écrouler. Non, l'inattendu, ça peut prendre des formes bizarres, vous voyez. L'inattendu, ça peut prendre cette forme-là, par exemple, vous voyez, dans 2 genres très différents. Le truc que personne n'a vu venir, ni d'un côté, ni de l'autre. Ça peut être ça, par exemple, l'inattendu, vous voyez. On n'a pas vu venir le coup, et on nous aurait dit il y a 3 ans, vous savez que dans 3 ans, jour pour jour, vous aurez tous des masques, tout le temps, partout, et vous ne ferez même plus attention, vous en foutrez complètement. On dit, mais il n'y est plus. Tout ça, c'est inattendu. On s'est fait surprendre par la patrouille. Et voilà, c'est comme ça, hein, on était là, on était souriants, tout allait bien, et puis tout d'un coup, le truc s'est un peu imposé à nous. Dans le monde des organisations, ça a plutôt bousculé. Dans le monde des entreprises, toutes les entreprises publiques, privées, les grandes associations, tout ça, ça a quand même beaucoup turbulé, on va dire. Et les acteurs clés, les dirigeants et les dirigeantes, ils en ont pris vraiment plein la figure. Et alors c'est un peu bizarre parce qu'on avait vraiment l'impression, jusqu'à il y a 15 jours, qu'on était un peu sortis des ronces. Et vous avez vu comme ça, inattendu,
Comme ça, en 15 jours, pof, voilà. Hein, petit variant par-ci, petit variant par-là, une nouveauté, et tout d'un coup, ah tiens, on n'avait pas vu venir. Encore une fois, l'inattendu s'est invité au truc. Mais moi, je préfère partir du point de vue qui était celui de Jean d'Ormesson, qui disait de toute façon, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais globalement, lui, il partait du principe que tout le bonheur du monde était dans l'inattendu, était potentiellement dans l'inattendu. Moi, je préfère en tout cas partir sur cette hypothèse-là, même si on va le voir, elle n'est pas toujours facile à tenir. On a tous un point commun, je pense, ici, c'est que l'avenir nous intéresse. Ou plutôt, il est extrêmement difficile, quand on mène une vie sociale, professionnelle, familiale, normale, de se désintéresser totalement de l'avenir. C'est un luxe, ouais, c'est un luxe de contemplatif, vous savez, que peu d'entre nous peuvent se permettre d'avoir, en tout cas, peuvent se permettre d'avoir sur le long terme. Moi, j'aime bien cette approche de Woody Allen qui dit l'avenir, c'est la seule chose qui m'intéresse, parce que je compte bien y passer les prochaines années. Et c'est vrai que, et ça, certains d'entre vous ont souvent entendu donner cette métaphore, mais si vous aviez, je vous mettais une balance, des vieilles balances d'épicier devant vous, et je vous dis, voilà, ce qu'on va faire, c'est que sur un des plateaux de la balance, je vais vous donner la possibilité de matérialiser le temps que vous passez dans une journée normale à être mentalement orienté sur votre passé. Ce que j'ai fait hier, la semaine dernière, le mois dernier, etc. Et sur l'autre plateau de la balance, je vais vous dire, je vais vous donner la possibilité de matérialiser le temps que vous passez dans une journée normale à être mentalement orienté sur votre futur, ce que je vais faire ce week-end, demain, la semaine prochaine. Il n'y a pas photo, de toute façon, le temps cognitif consacré à ce que l'on croit être notre futur est beaucoup plus important en volume mental, vous voyez, et de préoccupation que par rapport au passé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si par hasard ça s'inverse, généralement, je mets plus de temps sur le passé que sur le futur. D'un point de vue clinique, si vous voulez, c'est pas cool. C'est-à-dire que si c'est temporaire, ça reste quand même un symptôme de dépression. Quand ça devient structurel, c'est un symptôme de sénilité. Donc, moins, plus tard ça arrive, mieux on se portera. Et donc, par rapport à ce temps, je dirais, ce temps à venir, ce futur vers lequel nous allons, effectivement, on se pose des questions. Mais les questions qu'on se pose, voilà, on est toujours à se demander s'il n'y aura pas une surprise qui nous attend au coin du bois. Mais c'est normal. On a très très peu, dans le fond, de moments de vie où on croit vraiment avoir une visibilité totale par rapport à ce qui va se passer. Même parfois, on pensait qu'on était sur la bonne route et on est coincé. On se retrouve coincé brutalement dans une situation, ou alors on est dans le brouillard total, ce qui est le cas, vous êtes en train de chef d'entreprise en ce moment, ils sont là-dedans, vous voyez, ou même les gosses aujourd'hui qui angoissent, parce qu'ils se disent, est-ce qu'on va quand même réussir à partir en vacances de Noël 8 ou 10 jours avant, ce qui serait quand même le rêve absolu. Voilà, donc ça c'est une angoisse. Mais encore une fois, quand on s'y réfléchit bien, c'est des angoisses un peu... ces angoisses, quand on y réfléchit, fondées sur l'imaginaire, parce que pourquoi est-ce qu'on se pose des problèmes avec cette connaissance de l'avenir ou du futur, puisque de toute façon, ça n'existe pas encore. C'est quand même un truc incroyable. Alors, vous avez des spécialistes de quantum. Moi, j'ai un physicien quantique qui m'a dit, mais pas du tout, parce qu'en fait, ce que tu crois être ton futur, non seulement c'est derrière toi, mais ça a été de tout temps quelque part dans l'univers, sur les différents plans, etc. Ouais, mais moi je veux bien, on joue tout ce qu'on veut, mais on peut jouer à faire un petit titiller le concept, enfin, bon, mais je suis navré, dans la vie de tous les jours, j'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer demain matin. Enfin, je suis désolé. C'est-à-dire que demain, personne à ce jour n'y a jamais été. On peut tirer des plans sur la comète, c'est formidable. On n'y a jamais été. Donc on est dans une situation où on est au bord d'un truc qui n'existe pas. Alors en revanche, ça n'existe pas, mais on a quand même le sentiment, c'est un feeling, vous voyez. En fait, dans le fond, nous, dans nos vies, on a un feeling de la bifurcation. On se rend bien, mais même vous, là, en ce moment, je suis sur le coup. Dans votre tête, en ce moment, il y a des bifurcations. Par rapport à des sujets de votre vie, je ne sais pas lesquels, je ne veux pas savoir. Attention, confidentialité ici, on ne rigole pas, mais bon, un certain nombre d'entre vous, ici, dans cette salle, aujourd'hui, ce soir, vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie, pas le contraire. Ça tourne, là, voilà, par rapport à un sujet dans la vie pratique, vie professionnelle, vie intime, etc. Je dis oui ou non, j'y vais ou j'y vais pas, j'accepte ou je refuse, je saute le pas ou j'attends un peu, je temporise ou je procrastine, mais c'est la même chose, mais justement, j'hésite entre les deux. Bon, on est tous les deux comme ça, entre les deux, mon cœur balance, en permanence, on est là-dedans. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est un point qui est très important, c'est que
c'est l'ensemble des bifurcations, si vous voulez, qu'on a tous connues, et c'est l'accumulation de toutes ces bifurcations possibles qui crée le devenir. Mais c'est intéressant parce qu'il faut bien comprendre que la caractéristique d'un devenir, quel qu'il soit, mais que vous ayez, ça paraît bizarre, vous avez 5 ans, vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, le devenir et les bifurcations sont toujours là. Je m'explique. Vous voyez, on part sur une idée qui est qu'il y a un passé, un présent, un futur. On ne va pas rentrer trop là-dedans, mais aujourd'hui, là, le point rouge, c'est vous et moi aujourd'hui. Vous pensez bien que si on est là tous aujourd'hui, c'est qu'on est tous passés par un chemin donné, et vous imaginez le nombre de chemins qu'on a laissé tomber en cours de route. Enfin, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'à des centaines de milliers de fois, on a fait des choix. J'y vais pas, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Souvenez-vous du film d'Alain Resnais, Smoking the Smoking, hein, voilà, hein, ou L'ironie du sort, le roman de Paul Guimard. Selon j'ouvre la porte, il s'est passé des choses, quoi, hein, voilà. Mais on pourrait se dire, oui, mais alors justement, plus on avance, plus ça se restreint. Mais pas du tout. Ça, c'est aujourd'hui, là. On est là, c'est aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, par rapport à demain, c'est tout pareil. Hein. Ah non, ça redémarre. Hein. Alors, aucun souci. C'est-à-dire qu'en permanence, jusqu'au dernier jour, chacun d'entre nous peut faire un truc qui donnera un sens différent à l'ensemble des 80-90 ans de vie qu'il a vécu jusque-là. Il faut le faire quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Ah, bien évidemment, le temps passe, je ne dis pas le contraire. C'est toujours Woody Allen qui disait « J'ai bien l'intention de vivre éternellement et jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. » Bon, mais de fait, voilà, la vie est telle que, non, voilà, le temps passe. C'est pas flippant. C'est comme ça, quoi. Le temps passe. Et, sur une belle vie humaine, par exemple, de 90 années, ce qui est quand même pas mal, une belle vie de 90 ans, bah, c'est 33 000 jours, quoi. Donc en gros, ça peut être 788 000 heures. Il ne faut juste pas perdre son temps. Je trouve que ça mérite. Il faut tenter de se rappeler ce que c'est pour dire, mais est-ce que dans le fond, je ne suis pas en train de... Je crois que je perds mon temps, mais ça se trouve que je ne perds pas mon temps, je perds de la vie. Hein. Donc vous transformez le mot temps, mettez le mot vie à la place, ça change tout. Hein. Surtout quand on vient vous emmerder. Vous avez quelqu'un qui va vous emmerder, au lieu de lui dire, écoute, c'est gentil, tu me fais perdre mon temps là. À la place, vous lui dites, écoute, tire-toi, parce que là, tu me fais perdre de la vie. Généralement, il se barre, il ne revient plus. C'est ce qui s'appelle cadrer le problème. Et nous, pendant ça, on avance. On avance, on court après le temps. Et courant après le temps, je dirais, des fois, on se dit, mais où je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mes bonnes décisions, etc. Alors, on va essayer de voir, par rapport à ce futur qui est un peu flou, hein, quand on y réfléchit bien, la part de l'inattendu là-dedans, ça pourrait être quoi? D'abord, est-ce qu'on peut prédire l'avenir? Vous connaissez l'histoire. On a toujours voulu prédire l'avenir. On a d'abord les devins ont essayé de nous expliquer qu'on pouvait prédire l'avenir. Les prophètes s'y sont mis. Maintenant, il y a les prophètes modernes, hein, ceux qui lisent dans les statistiques, les modèles, etc. On en a eu à peu près quelques-uns depuis 2 ans là, qui nous ont expliqué où on allait grâce au modèle, machin. Là, bon, pas terrible. Après, on a essayé de mettre un petit peu de rationalité là-dedans. Alors, la planification, la prévision, je dirais le cerveau gauche a pris le pouvoir hein, sur la connaissance du futur avec des... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Oui, avec des succès mitigés, hein, parfois. Parce que dans le fond, la réalité, c'est quoi? C'est que où qu'on soit, à chaque instant, ici et maintenant, eh ben, toutes les directions sont autour. Hein. Alors après, la question, c'est de se dire, oui, mais laquelle je prends? Toute vie n'est qu'une succession de bifurcations. Alors, simplement, il y a des bifurcations volontaires. J'ai décidé de. Alors, j'ai décidé de... voilà, je quitte mon job et je fais autre chose. Bon. Je déménage. Je remménage. Je me forme à tel truc. Je pars en vacances à tel endroit. On a des bifurcations qu'on a choisies. Des bifurcations qu'on nous a imposées. On s'est fait virer, on n'avait rien demandé. On s'est fait quitter, on n'avait rien demandé. On est tombé malade, on n'avait rien demandé. Bon. Après, il y a des bifurcations qui, au bout du compte, se révéleront plutôt heureuses. Il y a des bifurcations qui, au bout du compte, se révéleront moyennes. Voire carrément pas terribles. Ça peut même aller de très moyen à plutôt moche, et de plutôt moche à franchement tard. Donc il y a des progressions. Il y a des bifurcations qu'on avait vu venir. On avait senti. Et puis il y a des bifurcations qui nous sont tombées dessus, mais alors là, on s'est fait surprendre littéralement par le destin. Et dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est pouvoir en faire quelque chose. On aimerait bien pouvoir, derrière ces bifurcations-là, plutôt les transformer en réussite de vie, hein, plutôt qu'en échec. Ça serait mieux. Mais, dans le fond, demain, on pense à demain. C'est quoi demain? C'est fait de quoi demain? Demain, honnêtement, enfin, je parle ici dans un endroit qui est le temple du devenir, ici, donc, bon, c'est pas n'importe où. On n'est pas chez le bouclard du coin. Au départ, si tu veux avoir un devenir, ça serait mieux pour toi que tu aies des désirs. Quoi. Alors
après, raisonnable, pas raisonnable, ça, après, on s'en fout, mais moi, le désir, des désirs. Là-dessus, si on peut transformer ça en but, vous connaissez la différence entre un désir et un but. Hein. Enfin, un but, c'est un désir avec une deadline. Voilà, hein. Donc, je me suis donné tant de temps pour... Hop, voilà. Donc, que ce soit d'ailleurs désirer, créer une boîte, désirer quelqu'un, enfin, bon, chacun son truc. Le but. Après, derrière, il faut faire des plans. Ah, alors là, attention, là, la modernité arrive. Non, parce qu'on n'a pas toujours eu besoin de plans. Non. Il y a eu des tas d'époques où on dirait la magie suffisait. La prière. D'ailleurs, ça peut encore marcher, d'ailleurs, hein, mais bon, on n'a pas toujours besoin de... Mais nous, maintenant, il faut des plans. D'ailleurs, on nous dit qu'il faut un plan d'action. Il faut tous des plans. Hein. Plan d'action, plan stratégique, plan machin, etc. Et donc, on pourrait se dire, ben, c'est formidable, parce que dès l'instant où on a un plan, on va transformer, parce que quand on y réfléchit, c'est formidable, un plan. Un plan, c'est la transformation d'un futur en étapes sur lesquelles on pense avoir le contrôle. Dans le genre objet chamanique de folie, ça se pose un peu là, quand même. Hein. C'est-à-dire que je te dis le futur, je le transforme en étapes, et ça se passera comme ça. Un peu mon neveu. Bon. Alors, donc voilà, effectivement, ça ressemble à ça. Ça, c'est un plan. Un plan de vie, plan d'action, tout ce que vous voulez. Moi, le problème, c'est que la réalité est là, quoi. Eh bien oui, ça ne se passera pas du tout comme c'était prévu, parce que le plan, quel qu'il soit, il n'y a pas un contre-exemple, c'est toujours confronté à un truc qu'on appelle l'aléa. Il y a un principe de base, et c'est en business, d'une façon générale, je vous dirais, en business, dans tous les plans qu'on peut faire dans sa vie en général, dans la vie amoureuse, etc., le principe de base, c'est que la plus grande surprise que puisse vous faire un plan, c'est de se dérouler comme prévu. Donc ça ne se déroule jamais comme prévu. D'ailleurs, toutes les civilisations nous disent, hein, au Japon, par exemple, on parle de l'année prochaine, le démon sourira. Ah, une que j'adore, c'est dans la sagesse hassidique. Chez les mystiques juifs, il y a cette idée, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Ce que je trouve quand même aussi dans le genre assez bien vu. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Krishnamurti qui dit « Penser au futur, de toute façon, c'est avoir des racines dans le sol de l'inattendu. » Et, vous voyez, les nonnes disaient la vraie vie, c'est ce qui arrive quand on se prépare à faire autre chose. Je trouve que c'est très vrai, dans le fond, dans tout ce qu'on vit nous. Quelque part, on n'a pas la moindre idée, alors ça peut créer de l'angoisse, où on va. En tout cas, cette notion d'inattendu, elle est de tout. On a le sentiment, l'intuition, le feeling qu'elle est en face de nous. Alors, c'est quoi l'inattendu? Si j'ouvre au dictionnaire, alors, l'inattendu, c'est en fait un événement ou une circonstance fortuite auquel on ne s'attendait pas, voire même, j'insiste, qu'on n'avait parfois pas lieu d'attendre. Donc, quelque chose qui nous a pris par surprise. Ça, c'est intéressant. Il y a un lien qu'on va voir qui est très intéressant entre la surprise et l'inattendu. Alors, tout ce qui est de l'ordre de l'accident, de l'incertitude, va être nourri par ça. L'inattendu, en gros, va être au cœur de tout ce qui est un tant soit peu intéressant dans nos parcours, sur d'ailleurs de vie professionnelle, personnelle. Donc, on va essayer un peu de cadrer le truc. L'inattendu, donc, c'est d'abord un perturbateur d'anticipation. J'avais anticipé un truc, paf, la bouche dans le beurre, bing, j'ai pas vu venir le coup. Mais c'est pas que ça, c'est un facteur de désordre, mais c'est un facteur de désordre dans le champ des possibles attendus. C'est-à-dire que, comme on dit, hein, qu'est-ce qui caractérise l'inattendu? La langue française est très bien faite pour ça. C'est que l'inattendu, c'est ce qui intervient contre toute attente. On n'avait pas du tout vocation à ce que ça se passe comme ça. Et c'est donc une interaction qui va être imprévue entre notre milieu au sens de notre environnement, mais notre écosystème, et nos attentes et nos prévisions. Et donc c'est vraiment un facteur dynamique de surprise. Hein? Parce que la notion de surprise est une notion absolument essentielle là-dedans. La surprise, c'est une émotion qui n'est pas comme les autres. Alors, vous savez que depuis Paul Ekman, vous connaissez, je pense ici, je chante avec des experts quand même, les 6 émotions fondamentales, vous les connaissez, la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, et donc la surprise. Bon. Et la surprise, c'est une des 6 émotions fondamentale, elle est très 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 particulière. D'abord, elle, comme toutes les autres, elle est vraiment ancrée dès le départ, donc très tôt dans le développement de la petite Homo sapiens, homme ou femme, la surprise va apparaître, même un nourrisson peut être à un moment donné surpris par quelque chose. La surprise, c'est une émotion assez intéressante, c'est une émotion qui est très brève. C'est très compliqué d'être surpris durablement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis surpris. Non, on va être surpris successivement par plein de trucs,
Mais le gars qui dit je vis, vous ne connaissez pas des gens qui sont tout le temps dans la surprise, quoi. C'est étonnant. Bon. Alors, c'est une émotion qui est très difficile à feindre. Quand quelqu'un feint la surprise, ça se voit. Vous voyez, hein, on se rend compte qu'il se force un peu, Pépère, quand même. Là, il y a un truc. Et alors, surtout, ce qui est amusant, c'est que c'est une émotion qui est neutre. Je m'explique, c'est une émotion de passage, la surprise. La surprise n'a pas de valeur en tant que telle. On est surpris, mais la surprise va nous conduire à autre chose. La surprise va être un sas vers la colère, un sas vers la tristesse, un sas vers la joie, hein, un sas vers autre chose. Et même, on pourrait presque dire que la surprise va quasiment être un accélérateur de l'émotion qui la suit. Et quand notre vie nous crée l'inattendu, la surprise qui est créée est censée créer autre chose, bien évidemment, derrière. Dans tous les cas, c'est une émotion d'énergie. C'est-à-dire que la surprise, en fait, a vocation à nous mettre en énergie pour autre chose, soit de façon plutôt positive, soit de façon plutôt négative. Alors, l'inattendu, de ce point de vue-là, fonctionne dans nos vies, quoi, à partir d'ingrédients surprises. Et je vais vous dire, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédients surprises qui font les inattendus de nos vies? Je dirais d'abord, n'oubliez pas, bifurcation surprise. Donc. Mais quelle bifurcation? Ah ben, c'est toujours quasiment les mêmes formes. D'abord, on a effectivement la rencontre surprise. Ah oui, on rencontre quelqu'un, on ne s'attendait pas à rencontrer, tiens, ça, c'était une surprise. On a ce que j'appellerais l'information surprise. On tombe par surprise, inattendue, sur une info, une donnée, une data qui va tout changer. Ah, incroyable, c'est en lisant un bouquin, sur un site web, je dirais, en discutant à la pause, j'irais chez Mosaïque, pendant une session. Vous voyez, un truc, bon. Ça peut être aussi la découverte d'un territoire surprise. C'est-à-dire que j'étais venu ici pour faire un séminaire sur tel sujet, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient qui me parle d'un sujet, mais je n'aurais jamais pensé qu'on parlait de ça à ce moment-là. Je découvre un truc, ça me donne envie de creuser, je vais à la FNAC à côté, j'achète plein de bouquins dessus, et en l'espace de 2 ans, je deviens spécialiste du truc. Imaginez. Bon, ça peut être ça aussi, le territoire surprise. Ça peut être aussi la demande surprise. Vous allez à une réunion merdante au possible, une réunion sans intérêt, et à la fin de la réunion, il y a quelqu'un qui vient vous voir qui dit, non, j'ai bien aimé ce que vous avez raconté là. Vous voyez, je vous parle d'un truc là, il y a un projet, on est en train de lancer un nouveau truc, et j'aimerais que, ça c'est une demande surprise, vous êtes dans une espèce de soirée, une soirée, pas comme ici, où il y a des trucs sympas qui sont, ça arrive dans des soirées chiantes. Vous êtes dans une soirée chiante, etc., par exemple, hein, et je parle, alors, mesdames, messieurs, tout d'un coup, une demande surprise, ah bonjour, je trouve formidable, vous voudriez vous pouvez bien prendre un café avec moi, etc. Une demande, une invitation surprise, ça peut tout changer, l'inattendu. Alors après, ça peut être aussi quand même l'occasion surprise aussi. Vous voyez, tout d'un coup, il y a une occasion qui a lieu. Voilà, vous avez plusieurs occasions. Là, c'est Kairos, hein, je vous ai mis Kairos, le dieu des occasions favorables, hein, le dieu grec, je dirais, de l'instant favorable. Bon. Donc ça peut être ça. Alors ça peut être aussi, bien sûr, malheureusement, des accidents surprises. Hein. Ça, c'est... Oui. Et puis, tout bêtement, parfois, alors là, suivez mon regard, hein, nous, depuis 2 ans, on y a eu droit, on pourrait appeler ça les turbulences surprises, quand même. Hein. Le truc que personne avait vu venir. Donc, l'inattendu, en fait, c'est pas... D'ailleurs, je vais vous dire, c'est par rapport à l'incertitude. Moi, je suis très frappé parce que, quand j'avais écrit le bouquin Éloge de l'inattendu, j'ai un peu creusé. L'incertitude, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est un feeling. Enfin, je sais que bon, Michel me connaît bien depuis longtemps, c'est que j'ai des manies comme ça, mais moi, les trucs intello, c'est que moi, ça me noue. Ça me noue, les trucs intello. Et tout ce que je lis sur l'incertitude, ça me tombe des mains. Je ne sais pas comment vous dire, je trouve ça intéressant. Je trouve que je me touche, tu touches, on parle à nos corps et tout ça, enfin, c'est pas ça. Alors que l'imprévu, c'est intéressant, l'imprévu, c'est des trucs qui se passent, quoi. L'inattendu, il se passe des choses que je n'ai pas vu venir. L'incertitude, ouais, c'est philosophique, c'est tout ce qu'on veut, c'est sûrement très intelligent, mais je trouve que ça manque un peu de réel. C'est Nassim Taleb, un grand mathématicien et financier libanais, qui avait inventé ce concept de Black Swan, le signe noir. Le signe noir, c'est une notion en sciences de l'action très intéressante, et considéré comme signe noir, alors, le 11 septembre, signe noir, la pandémie, signe noir, ça c'est dans le genre pas cool du tout, mais à la limite, apparition de Facebook, signe noir, apparition de Twitter, signe noir, or TikTok, je n'en parle même pas, Trump, signe noir, Macron, signe noir, pourtant, a priori, il y en a un des deux pour lequel j'ai plus de sympathie, mais peu importe. Un signe noir, c'est un événement qui a 3 caractéristiques. Et ça, c'est très important.
Première caractéristique d'un signe noir, c'est un événement où on a beau chercher dans les archives, partout, personne, absolument personne, n'avait vu venir le coup, en tout cas sous cette forme-là et à ce moment-là. Voilà. On a beau chercher, ça a surpris tout le monde. Premièrement. Deuxièmement, ça a eu des conséquences systémiques majeures. Et troisième truc, ça modifie durablement la vision qu'on avait de l'univers dans lequel c'est advenu. Voilà, bon, déjà, c'est un truc. Et là, on se rend bien compte en quoi est-ce que ce qui est intéressant dans l'inattendu, c'est quand il devient créateur. C'est ça qui est intéressant. Et donc, on pourrait dire au départ que, bon, moi j'en trouve, je dis, donc quand on regarde bien, je trouve qu'il y a 5 lois, pour mieux comprendre ce que c'est que l'inattendu, il y a 5 lois qui méritent, je dirais, et on peut travailler sans doute dessus. La première loi, c'est que ce qui est inattendu pour soi n'était pas pour autant imprévisible en soi. Donc c'est pas parce qu'un truc était inattendu, moi ça m'a surpris, mais d'un autre côté, si j'avais peut-être un cerveau plus gros, si j'avais fait plus attention, si j'avais peut-être été davantage attentif aux signes faibles, etc., peut-être que ce qui m'a pris par surprise, j'aurais peut-être pu voir venir. On ne sait pas. On ne sait pas. Deuxième idée, ça c'est intéressant, parce qu'un inattendu n'est jamais absurde. Il peut être emmerdant, il peut être pénible, il peut être douloureux, et ça peut même être la fatalité. Mais un inattendu, il a de toute façon, qu'on le veuille ou non, un sens. C'est-à-dire que soit c'est un révélateur de quelque chose, soit c'est un accélérateur de quelque chose, soit les deux. D'ailleurs, vous comprenez, l'inattendu qui nous est tombé dessus depuis 2 ans, je suis là, c'était un révélateur, alors à la fois d'ailleurs de vulnérabilité, de force cachée, etc. Et puis ça a été vraiment un accélérateur. Les gens qui étaient fragiles quand ça a pété, qui étaient fragiles économiquement, qui étaient fragiles physiquement, etc. Voilà. Bon. Donc l'inattendu, je dirais, a un sens. Il a une dynamique. Moi j'aime bien ce que c'est Pasteur qui parlait de hasard, mais je trouve l'inattendu, dans le fond, on se rend compte qu'il ne favorise essentiellement que les esprits préparés, et en tout cas, même s'ils ne sont pas préparés, ceux qui restent à l'écoute dès le moment où l'inattendu arrive. Donc il y a cette notion de se mettre à l'écoute de cette chose qu'on n'avait pas vu venir pour voir ce qu'on va pouvoir essayer d'en faire. Dans le fond, derrière tout inattendu, quand on y réfléchit, se cache probablement, en tout cas on peut faire cette hypothèse-là, une possibilité. Alors, de quoi? C'est pas encore trop, mais une possibilité en gestation. Et enfin, une bonne fois pour toutes, si c'est inattendu, on n'y peut rien. On maîtrise que dalle. Mais ça, c'est un principe que je trouve très important ici, dans cet environnement culturel de mosaïque devrait faire sens. On ne maîtrise pas l'inattendu, mais on peut quand même, comment vous dire, préparer le terrain sur lequel il risque d'advenir. Moi, j'ai ma belle-sœur, en l'occurrence, qui fait du Airbnb, et moi, ça m'a ouvert les yeux quand elle m'a dit « Nul ne peut savoir quand l'inattendu va frapper à la porte, mais on peut au moins redresser son couvert et préparer sa chambre. » Donc, sous-entendu, il y a tout un tas de choses qui m'échappent, mais déjà dans les choses qui ne m'échappent pas, je peux déjà poser un certain nombre de bases, ce que d'ailleurs, depuis plusieurs années, moi j'essaye de faire ici dans le cadre de plusieurs séminaires que j'anime. Alors, l'intelligence de l'inattendu, en fait, vous savez, elle se présente sous pleine forme. Vous avez des gens, face à l'inattendu, ils ne veulent pas le voir, c'est l'autruche, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Il y a les pompiers, j'attends que tout pète, et puis on va aviser. Après, vous avez la protection, etc. On va assurer le truc. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va se passer, mais en attendant, je m'assure tant que je peux. Bon, il y a les joueurs aussi, même pas cap. Vous avez aussi les visionnaires, et puis ceux qui vont tenter d'explorer. Bon, dans le fond, là-dedans, tout est bon, sauf peut-être celle-là. Celle-là, paradoxalement, cette posture de l'autruche, par rapport à l'inattendu, c'est peut-être la seule dont on peut dire, bon, elle est peut-être, c'est pas... C'est quoi l'autruche face à l'inattendu? Le problème, c'est que la caractéristique de l'autruche face à l'inattendu, en apparence, ça ressemble au contraire. Premièrement, première idée, il y a des clés, de toute façon, basiques dans la vie en général, non pas pour voir venir l'imprévu, parce qu'on ne peut pas, mais pour préparer le terrain. Par exemple, c'est sûr qu'il y a plein d'imprévus pour demain. Mais on est bien d'accord. Demain est aussi plein de choses qui ne changeront pas, pour lesquelles, pour la probabilité que ça change, est très 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 faible. On a un enracinement, on vit dans du socle, vous voyez. Moi je veux bien croire qu'il y a beaucoup d'imprévus, mais cet imprévu, il aura beau être aussi imprévu qu'il veut, il ne changera jamais mon histoire. Il ne changera jamais ce qui a fait que je suis celui que je suis aujourd'hui. Et ce que fait que vous êtes celles et ceux que vous êtes aujourd'hui. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui ne bougeront pas. D'accord? Ou très peu, très lentement, très faiblement. Aujourd'hui, dans le fond, on nous parle déjà de demain.
nous sommes tous dans des processus de croissance, développement, changement. Alors ils peuvent être plutôt accélérés, mais dans le fond, il y a dans ce qui est notre vécu aujourd'hui un paquet de germes, de faits porteurs d'avenir, de trucs en gestation qui nous amènent déjà vers autre chose, tendanciellement. Tout ça peut être interrompu, je veux bien, par un accident, par tout ce qu'on veut, mais quand même, on ne part pas de rien du tout. Hein. Nous aussi, nous sommes des animaux qui carburons à la tendance, des tendances relationnelles. En ce moment, j'ai mes relations avec telle ou telle personne qui s'améliore, qui se détériore, qui change de nature. Je suis dans un business aujourd'hui qui croît, qui décroît, qui a des hauts et des bas. Bon. Nous vivons aussi dans des mouvements. Ils ne nous disent pas spécifiquement ce qui va se passer, mais ils nous parlent de choses. De même, on a quand même le droit, inattendu ou pas, on verra bien ce qui se passera, on a quand même le droit de dire, dans ma vie à moi, je suis là, ouais, je veux bien avoir l'esprit ouvert à l'inattendu, mais ça ne veut pas dire qu'il est ouvert à tous les vents. Donc j'ai le droit, moi, de refuser certaines options. Moi, tu as déjà ce futur-là, ça ne fait pas envie. Ça ne me dit rien. Voilà. Non, je ne veux pas vivre comme ça. Alors oui, mais si ça se trouve, tu peux... Oui, d'accord, mais dans mon terrain personnel, je préfère dire qu'il existe des futurs que j'exclus, des options que j'exclus. Et c'est vrai que peut-être que l'inattendu va me les renvoyer en pleine figure. Mais j'ai au moins, moi, le droit, dans mon univers mental, moi, de dire qu'il n'en est pas question. Je ne veux pas entendre parler de ce genre de choses. Et puis après, on a l'aléa. Là, pour le coup, l'accident, on n'y échappera jamais à l'accident. L'accident, il est dans tout un tas d'éléments de la vie. Et puis, je dirais qu'on le veuille ou non, hein, même si on est sur une pente ascendante, il y a eu des tas de choses trappes. Enfin, vous connaissez, c'est pas ici que j'en parlerai, mais tous les trucs sur la gestion de l'échec, etc. Moi, j'ai un point de vue là-dessus qui est extrêmement basique, hein, qui est le principe dit de l'électrocardiogramme. C'est-à-dire que si il n'y a pas des hauts et des bas dans votre vie, c'est que vous êtes mort. Voilà. Mieux de dire, il n'y a pas de 25 000 solutions. Et donc, je crois profondément que face à l'imprévu, qui de toute façon va nous tomber dessus par surprise, très paradoxalement, on est toujours beaucoup plus libre qu'on ne croit. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, même quand cet imprévu va nous tomber dessus, il n'y a pas de raison que sous prétexte que l'imprévu soit là, cet imprévu en advenant nous supprime la totalité de nos marges de manœuvre. Il n'y a pas de raison. Non. Nous restons quand même des individus libres. Et alors, moi je pense que Spinoza avait une phrase que j'aime beaucoup. Il disait ce qu'on peut éviter, ce qu'on ne peut pas éviter, il faut nécessairement le permettre. Alors, quand on dit le permettre, il faut bien rentrer dans un truc, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif. Il va falloir être dans une approche autre. Alors, grosso modo, si vous voulez, l'idée est simple. La vraie vie, que les vrais gens vivent, c'est pas l'inattendu qui va nous tomber dessus. La vraie vie, c'est ce qu'on va faire de l'inattendu qui nous est tombé dessus. Dans tous les cas de figure, nous sommes des producteurs, des producteurs de choses. Donc, je pense qu'on a intérêt à réapprendre à aimer l'inattendu. C'est-à-dire à aimer l'inattendu, et je vous dis ça parce qu'on vit dans une société de modernité. L'inattendu, l'imprévu, c'est rarement quelque chose qui est justement attendu. C'est d'ailleurs tout le problème, mais le problème du voyage, par exemple. Quand vous achetez un voyage organisé, vous ne voulez surtout pas avoir d'imprévu. Ah oui, c'est évident. L'inattendu dans le voyage organisé, ça n'a pas. Bon. Les gens qui se vont sur des sites de rencontres, et des sites de rencontres de gens qui leur ressemblent socialement, c'est pour avoir un champ de surprise quand même limité. Hein, voilà, on est bien d'accord. Donc, on ne peut pas dire, de même que la société du risque, mais franchement, aujourd'hui on est en 2021, bientôt 2022, on est dans une société qui, dans tout un tas de domaines, mais pratique une espèce de haine du risque. Le risque, comme si l'imprévu, par exemple, l'inattendu, était presque toujours la faillite de quelque chose. Si c'est imprévu, c'est qu'on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire que tout imprévu, tout inattendu, c'est bien la preuve qu'à un moment donné, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, qui n'a pas vu ce qu'il aurait dû voir, qui n'a pas perçu ce qu'il aurait dû percevoir. Donc, je dirais, l'imprévu, l'inattendu, sauf chez les poètes et les amoureux transis, encore une fois, qui sont quand même, c'est par hasard, si c'est à mon avis les deux populations les plus importantes, on devrait tous être un peu poètes et amoureux transis, parce que là, au moins, l'inattendu a
tout son sens. Mais dans le reste, j'admets qu'il y a des domaines où l'imprévu et l'inattendu, c'est moyen. Vous voyez, si vous gérez la trésorerie d'une grande entreprise, par exemple, l'imprévu et l'inattendu, c'est pas votre truc. Vous occupez de la sécurité sur un site nucléaire, l'inattendu, l'imprévu, ça vous plaît pas. Bon, je suis prêt à comprendre. Mais la notion de réapprendre à aimer l'inattendu, c'est intéressant. D'abord, vous savez pourquoi? Parce que réapprendre à aimer l'inattendu, ça nous oblige à re-regarder de près ce que ça signifie aimer. Et ça, c'est très important. C'est pas moi qui le dis pour le coup, c'est Spinoza. Mec sérieux, quand même. Il parle d'amour, on va écouter ce qu'il nous dit. Il nous dit l'amour, c'est la joie, mais accompagné de l'idée d'une cause extérieure. Donc je précise, en bon français d'aujourd'hui, ça veut dire que aimer, mais aimer au sens large, hein, aimer ses enfants, aimer son conjoint, aimer sa femme, aimer ses amis, aimer le poulet, c'est se réjouir de l'existence d'eux. Moi, j'aime mes enfants, je me réjouis qu'ils existent. Alors, ça n'a rien à voir avec l'amour du poulet, mais je ne vous cache pas que je me réjouis de l'existence du poulet, surtout quand il est bien cuisiné. C'est-à-dire que aimer, c'est se réjouir de l'existence d'eux. C'est ça le cœur de l'idée d'amour, c'est celle-là. Alors après, il y a des degrés, bien évidemment, mais cette notion de joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure est un point important. Et donc, ça veut dire que, comment est-ce qu'on peut faire pour se réjouir du fait que l'inattendu, dont on ne connaît rien pour l'instant, existe? Oui. Et pour réapprendre à aimer cet inattendu, il va falloir s'y préparer. Donc, moi, je verrai à peu près peut-être 4 stratégies, 4 possibilités pour réapprendre à aimer l'inattendu. On pourrait, par exemple, faire preuve de ce que j'appelle une vigilance optimiste sur nos vulnérabilités. On va en reparler. On pourrait aussi mettre, pour une fois, le contrôle qu'on aime tant sur pause. D'accord. On pourrait aussi, à un moment donné, jouer le jeu de l'improvisation et de l'agilité. Pourquoi pas? On peut tenter. Et pourquoi pas créer l'inattendu positif. C'est-à-dire devenir soi-même responsable de l'inattendu qu'on crée chez les autres. Ce qui n'est pas inintéressant. Alors si on reprend, ben voilà, faire preuve de vigilance optimiste sur ces zones de vulnérabilité. Alors, c'est vrai que dans le fond, l'inattendu, il est d'autant plus problématique qu'il intervient dans des zones où j'avais pas la ressource pour y faire face. Ben ça s'appelle une vulnérabilité. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que comprendre où sont ces zones de vulnérabilité, ça fait partie du jeu. Alors, il y a tout un débat, vous savez, sur les forces et les faiblesses. Moi, je pense qu'il vaut mieux regarder nos forces que nos faiblesses. Mais entre refuser d'en tenir trop compte et refuser de les voir, il y a une petite marge de manœuvre quand même. Vous voyez, là, par exemple, voilà, il y a une vulnérabilité, mais il n'a pas l'air de bien comprendre où elle est, en fait, la vulnérabilité. Là, par exemple, vous voyez, il y a un problème de timing. Là, par exemple, il y avait une vulnérabilité dans le timing. C'était bien parti, l'histoire, et puis on se fait surprendre. Et puis parfois, je dirais, il y a des vulnérabilités très basiques, vous voyez, mais on se fait surprendre par des choses un peu étonnantes. Vous voyez, on aurait dû y penser, mais on ne l'a pas fait, quoi. On a eu tort. Bon. Donc la deuxième idée, c'est essayer de mettre le contrôle en mode pause. Alors, ça, c'est pas exactement... Il y a toute cette notion, vous savez, qu'on connaît très bien en développement personnel, sur le lâcher-prise, etc. Alors, on n'est pas exactement là-dedans. On est plutôt sur l'idée que, de façon très active, il faut à un moment donné, alors on appelle ça comme on veut, laisser le temps de la maturation, se mettre à l'écoute, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez actif, mais arrêter de vouloir tout contrôler. Et c'est assez étonnant de voir que nous sommes rentrés dans la modernité, dans notre société du contrôle, et que beaucoup de philosophies nous disaient, attendez, méfiez-vous, quoi. Se préparer, c'est une chose, vouloir tout planifier, c'en est une autre. Moi j'aime beaucoup, c'est attribué, je ne sais pas, je ne garantis pas l'authenticité, mais j'aime bien la phrase « Ceux qui veulent toujours prendre le contrôle des choses et agir sur elles, échoueront purement et simplement. » Et moi j'avais eu l'occasion aussi de discuter avec un rabbin de Strotal. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. C'est intéressant, ça, aussi, comme approche sur savoir quand doit s'arrêter le moment du contrôle. Et Alexis Lavis, c'est un prof de littérature française, qui est professeur à l'Université du Peuple, à Pékin, et il a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle L'imprévu, justement. N'hésitez pas aux éditions Autrement. Et je trouve quand il dit qu'il n'y a pas de maîtrise de l'imprévu, pour la bonne et simple raison que c'est la position même de maîtrise que l'imprévu suspend, mais en suspension. Donc, de toute façon, voilà, quelqu'un qui vous dit je vais maîtriser l'imprévu, non, ça n'a pas de sens.
Et après, il y a le passage à l'action. Ben oui, parce que oser l'improvisation et l'agilité, c'est vraiment le choix des gens qui disent attention, le plan, aussi intelligent soit-il, ne pourra jamais avoir la fiabilité maximale. Donc je dois être mentalement prêt, alors à la fois individuellement, collectivement, à être dans l'improvisation. Je crois que par exemple les ligues d'improvisation, je prends cet exemple-là parce que les jeunes, puis les jeunes et les moins jeunes aussi, hein, qui font de l'improvisation théâtrale. Vous savez, quand on regarde quelles sont les règles de l'improvisation théâtrale, c'est vachement intéressant. Pour être un bon improvisateur, déjà, première règle, on fait avec ce qu'on a. On ne cherche pas à aller contre celui ou celle qui est là. Non, on va surfer sur ce qu'il est en train de nous proposer comme discours, comme parole, comme attitude, en gardant bien évidemment en tête l'objectif final qui était le sujet de l'impro qu'on a tiré au sort. Mais les éléments clés, c'est d'abord l'écoute. Surfer sur ce que fait l'autre, rebondir instantanément, ne jamais aller contre ce que il ou elle est en train de mettre. Donc il y a une philosophie, je trouve, dans l'improvisation théâtrale, je j'essaierai de le creuser plus tard, c'est une métaphore, je dirais, de la vie en situation imprévue qui me semble particulièrement intéressante. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, hein, on fonce quand on peut, on ne le fait ça, c'est un trucage, hein, ça, donc vous ne essayez pas de le faire. Et quand Mike Horn est venu au Grand Rex là, il y a quelques semaines, et moi j'aime beaucoup cette phrase de Mike Horn, il dit voilà, et ça va aux entrepreneurs, ça va. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 10% de réponses à ces questions. Les 90% restants viennent le long du chemin, et il rajoute ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. Ça mérite effectivement, je trouve, d'être creusé, cette affaire-là. Donc, voilà, on est de toute façon tiraillés les uns les autres entre l'improvisation et la planification, mais c'est pas que pour nous, ça. Parce que dès l'instant où on a des équipes, on a des enfants aussi, on a des copains avec qui on a préparé un voyage pour cet été. Vous voyez, la réconciliation, le planificateur intérieur qui est en nous, c'est l'homme ou la femme de la rationalité, et on a intérêt à bien s'entendre. Mais il faut impérativement, me semble-t-il, on a intérêt à se dire comment je pourrais faire pour me réconcilier avec mon improvisateur intérieur. Même, et ça pose une question très concrète, vous voyez, de vie de tous les jours. Quels sont les domaines dans lesquels j'ai de toute façon tout intérêt à mettre de l'improvisation, parce que c'est les domaines dans lesquels j'ai le moins de contrôle possible. Et si on en arrivait à dire, mais et si les domaines dans lesquels on avait intérêt à improviser, c'était d'abord nos zones de vulnérabilité. Alors après, je vous laisse voir, hein, mais ça mérite, je dirais, d'essayer de trouver des modèles mentaux, vous voyez, qui nous permettent de sortir du cadre. Parce qu'à un moment donné, il n'y a même plus de plan A, il n'y a plus de plan B. Voilà, le plan A, il a merdé, le plan B aussi. Bon, alors, là, maintenant, il va falloir qu'on fasse un plan B, quoi, hein, on verra bien ce qui se passera. Et donc, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'était ça. C'est-à-dire l'idée, dans le fond, et si, ce qui donnerait un peu de sens, moi je ne peux pas, le matin je me lève, je ne peux pas dire, tiens, aujourd'hui, je maîtrise l'inattendu comme une bête. Non, ça je ne peux pas. Mais j'ai envie de me dire, et si aujourd'hui, pour créer de la valeur autour de moi, je devenais, moi, par mes décisions, une source d'inattendu positif pour les clients. Et si je dis qu'un de mes jobs, c'est d'étonner positivement les autres, et si un de mes jobs, c'est d'étonner positivement mes clients, mes enfants, mon épouse, vous voyez, je donne souvent mon épouse, mais j'ai dit positivement, j'ai dit, hein, donc voilà, il faut quand même caler le truc, quoi. Voilà. Se dire, et si on crée l'inattendu positif pour autrui? Moi j'aime bien cette phrase attribuée à Sophocle, il n'y a pas de plus grande joie que celle qu'on n'attendait pas. Être soi-même quelqu'un qui va créer de l'inattendu positif pour autrui. C'est-à-dire que du fait d'une action que vous allez faire avec quelqu'un et à laquelle il ne s'attendait pas, vous allez créer quelque chose de positif. Grâce à vous, une personne va rencontrer une personne qu'elle n'aurait jamais rencontrée si vous n'aviez pas mis votre grain de sel. Grâce à vous, une personne va recevoir une information qu'elle va recevoir, elle n'aurait jamais reçue si vous n'aviez pas dit, tiens, lis ça, tu vas voir, c'est intéressant. Grâce à vous, on va faire une demande à quelqu'un qui n'aurait jamais été faite si vous n'aviez pas été le petit, vous savez, la petite fée clochette ou le petit joker qui allait faire le... Et je trouve que c'est intéressant comme projet, entre autres dans la vie, de se dire, tiens, dans le fond, si je cherche en permanence
à être une source d'inattendus positifs pour les autres. Alors, bien sûr, pour le lot, il y aura peut-être des ratages, parce que des fois, ça tombe à plat. Mais c'est pas idiot, en soi. C'est pourquoi pas être quelqu'un qui va être une source de chance, une source de cadeau pour autrui. Et puis la vie, tranquillement, je pense, continuera. Parce que n'oubliez pas, hein, dans le fond, on est toujours au carrefour. On est toujours à la croisée des chemins. Et puis, après, il y a ce qui se fait, et puis ce qui ne se fait pas. Et qu'on le veuille ou non, dans tout ce qui vous arrive, la vraie croisée des chemins, dans le fond, c'est celle-là. Hein. Voilà, il m'arrive un truc, j'arrive à un endroit, franchement, que je n'ai pas vu venir. Ben, dans le fond, j'ai le choix entre la voie ordinaire et la voie mémorable. Alors, des fois, on est un peu fatigué, on va prendre la voie ordinaire sur ce coup-là, on va se calmer un peu. Bon. Puis de temps en temps, peut-être que la voie mémorable aurait peut-être plus risqué, mais ça mériterait. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est les autres qui vont nous le dire. Hein. Parce que vous êtes à la croisée des chemins, vous en parlez à des amis. De façon générale, si vos amis vous disent tu sais que non, mais c'est ce que tu veux faire, là, cette voie-là, c'est la bonne. Mais oui, c'est raisonnable. Hein. Et à ton âge, il faut quand même savoir connaître ses limites. Hein. C'est mieux comme ça. Bon. Donc là, vous êtes sûr que vous êtes en train de partir sur le mainstream, l'ordinaire et tout ça. Si vous voulez faire, vous prenez une décision de tout. Puis tout d'un coup, les gens autour de vous, surtout ceux qui vous aiment, hein, vous disent mais ça va pas. Mais t'es malade ou quoi? Mais t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es un homme, t'es une femme, t'as pas de diplôme, t'as trop de diplôme. Et alors là, on est en train de partir vers le mémorable. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas gagné non plus, hein, les familles, mais quand même. Donc, moi je resterai sur Paul Claudel. D'ailleurs, j'étais quasiment inattendu. Voilà. Hein. Et Paul Claudel avait une belle phrase, je trouve. Il disait, voilà, puisqu'on ne sait pas de ce qui va se passer, prenons les choses véritablement comme elles viennent, ça sera mon mot de la fin. Il a cette phrase que je trouve merveilleuse, il dit, écoutez, l'heure qui sonne, elle est sonnée. Le jour qui passe est passé, demain seul reste, et surtout les après-demain. C'est pour ça que je ne peux de toute façon, là où on est arrivé maintenant, que non seulement vous dire merci, mais vous dire surtout bonne route à toutes et à tous. Car inattendu. Voilà. Alors, dites-moi. J'ai une question sur oui. Inattendu et principe de précaution. Ben, le principe de précaution, il est quand même effectivement là, et ça c'est une bonne chose, pour... le principe de précaution est là pour contrer l'inattendu malheureux, je dirais, sur un processus considéré socialement comme vital. C'est-à-dire que le principe de précaution, c'est d'abord quelque chose qui est social. C'est-à-dire qu'on va décider que dans tel domaine, on n'a pas le droit moral de prendre un certain nombre de risques. Voilà. Donc, d'ailleurs, ce qui fait que ça peut se discuter, puisque le principe de précaution, on a envie de dire, oui, mais attendez, les produits chimiques et tout ça, les pesticides, tout ça, ça a l'air absolument évident. Oui, très bien. Pourquoi? Effectivement, on peut le comprendre. Le nucléaire, tout ça. Mais le principe de précaution, en médecine, par exemple, ou en chirurgie, ça pose problème même d'un point de vue éthique, médical, parce que, je dirais, si le principe de précaution s'était appliqué de façon absolument raide, fin des années 60 en Afrique du Sud avec le professeur Barnard, la greffe du cœur, on oublie tout de suite, hein, parce que de toute façon, le gars qui a accepté, il savait que de toute façon, il était là pour gagner 8-10 jours de vie et puis rentrer dans l'histoire de la médecine. Il n'y avait aucun truc. Moi, j'ai longtemps raconté que, et je le dis toujours, heureusement que le principe de précaution n'a pas existé du temps de Gutenberg. Hein, parce que les mecs débarquaient chez lui en disant, monsieur, avec votre machine, là, c'est lourd comme un âne mort, ça tombe sur le pied d'un ouvrier, ça va le blesser. En plus, il y a une presse, le mec qui met sa main, il se la fait écraser. Vous n'avez pas les certificats, etc. L'imprimerie au départ, les premiers prototypes, c'est hyper dangereux. Donc vous revenez dans 400 ans, hein, mais là pour l'instant, rien. Christophe Colomb, il n'embarquait pas, Christophe Colomb. Hein. Louis Pasteur, il s'apprête à piquer le petit Joël Pasteur, il m'a dit, monsieur, vous rigolez, c'est un produit toxique, vous injectez un mineur, vous n'êtes pas docteur, parce qu'il n'était pas docteur en plus, PPA. Il était chimiste, alors ça va pas, non? Donc, le principe de précaution fait qu'aujourd'hui, mais il faut s'y faire, hein. Donc, le principe de précaution, bah oui, le principe de précaution aujourd'hui, ce qui fait que nous vivons dans un environnement qui est beaucoup plus confortable que plein d'autres environnements dans le monde, mais que dans les autres environnements dans le monde, qui sont moins confortables que nous, de façon, je dirais, à la fois attendue et inattendue, un certain nombre de gens sont en train aujourd'hui de faire des percées techno, comme ils n'en ont rien à taper du principe de précaution, ben, je dirais, ils sont en train de prendre...
Et puis voilà, et puis il faut accepter le fait que le centre du monde scientifique et tout ça, c'était ici, maintenant ça se déplace vers d'autres zones du monde, et puis voilà, les Chinois sont en train de nous tailler des croupières, probablement sur un certain nombre de choses, ou simplement le principe de précaution, ils se seront d'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'ils vont être ça, ils s'assoient sur le principe de précaution pour bâtir des trucs qui d'ailleurs seront très 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 sécurisés dans le futur. Voilà, mais il faut l'accepter parce que si tu veux, ça fait partie aussi de notre civilisation. Voilà, on n'est pas prêt à prendre tous les risques pour innover, pour inventer, et je préfère croire que c'est tout à notre honneur, philosophiquement parlant, même si d'un point de vue économique ça se discute. Voilà, mais il n'y a pas que l'économie non plus. Deux éléments qui ne ressortent pas dans ta présentation, moi qui m'ont interpellé à la lecture de ton livre. Tout d'abord, tu parles beaucoup effectivement de cet inattendu qu'on n'attend pas et qui nous fait un peu peur. Hein. Et pourtant, on va tous voir des films dans lesquels on ne connaît pas la fin. Parce que si on connaît la fin, on n'y va plus. Donc à la fois, nous avons peur de l'inattendu, et nous sommes constamment à la recherche de l'inattendu, mais dans une vie fictive. Oui, on est à la recherche de l'inattendu, mais dans le cadre, effectivement, de la vie, moi j'avais écrit sur la vie romanesque à une époque, dans le cadre de la vie romanesque, surtout la vie romanesque des autres, c'est ça. Et moi j'ai un point commun, c'est Godard qui disait ça. Il disait, moi je partage ça, il disait, mais la seule chose qui l'intéressait dans la vie, c'était le romanesque. Moi, que ce soit d'ailleurs dans les romans, au théâtre, au cinéma, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est les choses qui sont inattendues. Mais on y va parce que... Mais en plus, c'est quelque chose qui est... C'est un inattendu, mais qui est un inattendu maîtrisé. Parce que l'inattendu, le livre que je lis dans lequel il y a l'inattendu, ce livre est déjà écrit. Et il est inattendu pour moi. Mais bon, d'ailleurs, pourquoi ça n'aime pas être spoilé? Parce qu'être spoilé, dans le fond, c'est me faire un déni d'inattendu. Hein, quelqu'un qui vous spoil un truc, c'est un rabat inattendu, comme il y a des rabat-joie. C'est un rabat-joie d'inattendu, celui qui vous spoil l'histoire. Donc, dans ce cadre-là, bon, mais parce que dans le fond, bon, je maîtrise, c'est moi qui ai décidé d'aller voir ce film. Bon, effectivement, si je suis allé voir Le Retour des Morts-Vivants, en disant, ça va être une histoire d'amour formidable, Roméo et Juliette et tout, alors cela dit, ça peut exister, parce que vous avez un film qui s'appelle Orgueil, Préjugés et Zombies, et qui est la version zombie d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Enfin, ça reste quand même un truc un peu particulier. Hein. C'est plutôt zombie que Jane Austen, pour être tout à fait honnête. Une autre notion que j'ai entendue en Asie, quelqu'un qui faisait un discours qui disait « le présent est le résultat du futur ». Dans la mesure où je me comporte aujourd'hui en fonction du projet que j'ai pour le futur. Donc ce que je fais aujourd'hui, je le fais. Ah oui, alors en termes de présent et le résultat du futur. En termes de croyance, oui. Si je trouve mon voisin sur le pas de sa porte en costume de jogging, c'est parce qu'il va courir. Oui, non, mais absolument. Absolument. Alors, il va, en tout cas, l'hypothèse selon laquelle il va courir est l'hypothèse dominante. Mais il faut voir, parce que si ça se trouve, je dirais, en fait, il est rentré en fait de courir, mais le problème c'est qu'il aurait dû rentrer en fait hier soir. Et en fait, il rentre ce matin et son épouse lui a dit, vu l'heure à laquelle tu rentres pour faire ton jogging hier soir, tu rentres pas. Donc le type, en fait, il est là, il voudrait rentrer en fait. Hein. Donc tout dépend, il faut tout remettre dans le contexte. Hein. Tout peut être étonnant. Tout peut être étonnant. Est-ce que vraiment il y a une valeur absolue à l'inattendu? Ah non, je pense que l'inattendu, c'est comme... l'inattendu est comme le réel, puisqu'il est le réel, il est neutre. Et moi, je fais partie intellectuellement des philosophes du réel. Moi, je ne crois qu'à la réalité. Je ne crois pas beaucoup aux idées, je crois à l'existence, je crois à l'expérience, je crois à ce qui est... Et donc, l'inattendu, c'est un fait, c'est un événement, c'est quelque chose qui m'arrive. Et là-dedans, voilà, il existe des inattendus dont on se serait bien passé. Voilà. Mais comme... encore une fois, il existe des inattendus dramatiques, des inattendus où la fatalité a pris le rôle, mais c'est comme le malheur, c'est comme plein d'autres choses comme ça. Cet inattendu-là, une fois qu'il est arrivé, surtout s'il n'était pas bien, à un moment donné, le choc sera passé. À un moment, la douleur cicatrisera. À un moment, le deuil sera fait. Et là, sera venu le temps de se demander, puisque j'ai rien pu faire contre cet inattendu, qu'est-ce que je vais donc en faire? Puisque de toute façon, je n'ai pas d'autre alternative. La vie continuera. Donc il n'est pas bien, il n'est pas bon en tant que tel. Quoi. Mais je peux essayer, je dirais, on va dire, on vit dans le fond un peu en mode compost. Hein. C'est-à-dire qu'on prend du déchet de vie, puis on passe nos vies à essayer de le recycler pour en faire de la biomasse. Et la biomasse, c'est cette énergie vitale qui nourrira nos projets de demain, nos ambitions de demain, nos amours de demain. Mais tout ça, dans le fond, aura été aussi créé à partir de choses
pas obligatoirement génial, mais dont on aura fait quelque chose. L'idée d'optimisation du réel, me semble-t-il, est une idée essentielle, en plus à notre époque, quoi, et qui nous permet d'aller au-delà de ce fantasme de vouloir tout contrôler, tout planifier, qui là, pour le coup, me semble un peu déraisonnable, en fait. Je crois qu'il est déraisonnable de vouloir trop planifier et trop contrôler, il me semble. Bouquin, signature, que fait-on? Je continue à répondre aux questions, de toute façon. Hein, Ce qui serait intéressant, c'est Jules Philippe qui est là, c'est par rapport à ça, en quoi ça va impacter ce que vous faites avec vos clients. On a quand même des missions d'organisation, on supervise ça. On a quand même parlé d'inattendu. Je tourne vers Nicolas. Alors, il y en a parmi vous qui ont suivi ce que je fais depuis maintenant 20 ans dans le MBC. Il y en a quelques-uns, voilà. Donc vous avez dû retrouver des choses que je racontais, mais qui étaient effectivement... la langue d'attaque était essentiellement, non pas sur l'anticipation pour le coup, mais sur cette espèce de micro-angle d'attaque qui est l'inattendu dans tout processus d'anticipation, et quelle place laisser, voire même quelle légitimité laisser à l'inattendu dans un processus d'anticipation. C'est-à-dire, sous-entendu, tu as le droit d'être confronté à l'inattendu, et c'est pas parce que l'inattendu te tombe dessus que c'est la faute à quelqu'un. Que c'est la faute à pas de chance, que c'est la faute à la fatalité, que c'est la faute à la providence qui t'a trahi. Non. L'inattendu est un état de fait. Quoi. Voilà. Et donc, en ce sens, il fait aussi partie du fameux jeu du champ des possibles, quoi, des options. Hein. D'ailleurs, ça peut être un acte même de travail quand on aide un collectif de travail ou un individu à travailler sur son avenir. Et on dit, alors, le pire des inattendus, ça serait quoi? C'est l'approche du scénario catastrophe. Voilà, le pire inattendu. Alors d'ailleurs, c'est aussi intéressant de raisonner sur la mémoire d'inattendu. C'est-à-dire que les gens essayent de retrouver quelque chose, et c'est pas évident, parce que c'est un exercice de stretching mental qui n'est pas évident, c'est tenter de retrouver la dernière fois qu'on a été confronté vraiment à un inattendu. Pourquoi c'est pas évident? Parce que quand on est confronté à un inattendu dans nos cultures à nous, on cherche coûte que coûte à le rationaliser. Et donc, on dit oui, bon, il m'est bien arrivé ça. Enfin bon, j'ai dit que c'était inattendu, mais c'est parce que... Mais quand j'ai réfléchi un peu après, je me suis dit, non, j'aurais dû voir venir le coup. Ah oui, d'accord. Et donc, comme si en fait, on voulait se prévenir contre la conscience de cet inattendu qui, quelque part, nous dit, mon petit ami, tu maîtrises que dalle. Voilà. Dans ce que tu penses être ton devenir, tu as plus intérêt dans un mode improvisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des objectifs, des buts, etc. Mais il faut le considérer comme étant un horizon. C'est un horizon dynamique. Voilà. Et tant qu'à faire, vaut mieux en avoir qu'en avoir du tout. Mais en revanche, c'est vrai que croire à... Moi, j'étais toujours frappé par ce prof à la Sorbonne qui m'avait dit, vous savez, le statut d'un plan d'action stratégique dans une boîte, c'est à peu près le statut de la danse de la pluie chez un certain nombre de peuplades. Mais quel rapport? Vous avez des peuplades où il y a des gens, le job, c'est de faire la danse de la pluie. C'est-à-dire qu'il ne pleut pas, et le mec, il se met à danser. J'ai dit, alors, des fois, il va pleuvoir. J'ai dit, mais comment c'est possible? Il y a un truc. J'ai dit, mais c'est quoi le truc? Eh bien, le mec, il danse jusqu'à ce qu'il pleuve. Donc, on est dans un état de logique, on va essayer de transformer, essayer de créer un lien, même s'il est un peu fantasmatique, entre deux événements qui n'ont aucun lien, en disant que, on s'est dit, danser jusqu'à ce qu'il pleuve, il y a certaines périodes de l'année où ça peut être compliqué. M'autorise un peu. Oui, bien sûr. Michel, dans notre métier, il y a une phrase dans ton livre que j'ai notée, c'est potentiellement toute surprise est pédagogique. Et les meilleures pédagogies sont toujours surprenantes. Ah oui, ça, je suis absolument convaincu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on... Je suis absolument convaincu de ça. Parce que ça crée un effet... ça veut dire aussi que dès l'instant où les pédagogies sont surprenantes, une pédagogie, l'important c'est qu'elle crée un contexte psychique dans lequel l'apprentissage va pouvoir être accéléré. Ça veut donc dire que la surprise étant neutre, en tant que notion, il peut y avoir des pédagogies qui sont effectives parce qu'elles créent de la joie, pourquoi pas. Et puis il peut y avoir des pédagogies intéressantes parce qu'elles créent de la peur, ou de la colère. Voire même parfois, dans la vie, il y a des événements qui sont pédagogiques parce qu'ils vont nous donner le droit d'être tristes, ou nous faire expérimenter la tristesse ou une émotion très forte, etc. Donc je crois que c'est vrai que la surprise en tant que telle est véritablement cette espèce d'émotion de passage
et entre autres dans la pédagogie, mais pas uniquement la pédagogie au sens, je dirais, école du terme, ça peut être aussi la pédagogie de la vie, avoir une relation pédagogique avec quelqu'un, utiliser la surprise comme étant un sas vers une autre émotion qui va accélérer le processus d'apprentissage, effectivement, mérite d'être creusé. Et je crois que beaucoup de pédagogies sont surprenantes. On est sur le thème d'apprendre à apprendre pour agir différemment. Et là, c'est ça. Et c'est vrai que pour un formateur ou pour un prof, si vous voulez, la pire des choses, c'est en fait si par hasard il entend des gens qui ont assisté à son cours dire non seulement on n'a rien appris, mais en même temps s'emmerder. Ah bah alors là, je préfère à la limite qu'ils disent on n'a rien appris, mais on a bien rigolé. Parce qu'au moins, on dirait, on a nourri, vous voyez, le processus, quoi. Voilà. Moi, je me permets juste un petit témoignage, parce qu'en fait, je suis pas du tout coach, je suis rien du tout. Je suis la personne, en fait, je suis Daphné, en fait, qui était... Daphné, elle a souffert avec Philippe Gabillier il y a quelques années. Génial. En MBA 2007-2008. En quelle année? 2007-2008, c'est trop 2008. Ah oui, on est sortis... Vous n'avez pas changé. En plus, je travaillais dans la finance, donc... Oui, dans la finance, bien sûr, je me souviens. Et justement, la dernière fois d'inattendu, c'est rigolo, parce qu'en fait, c'est Daniel qui a liké mon post sur LinkedIn. Ouais. Je suis allée regarder son profil et j'ai vu qu'il y avait la conf qui était organisée ce soir. Ah, c'est drôle. Et donc voilà, donc je suis ce soir drôle, grâce à toutes ces petites ramifications. Donc voilà. Et merci encore pour ces 18 mois. Ah oui, ça veut. Voilà. À l'époque, voilà, où le SCP, de façon très inattendue, m'avait demandé, moi qui venais juste d'arriver, de prendre la direction d'un exécutif MBA. Et moi, ce qui a toujours été inattendu pour moi, c'est qu'on m'a toujours demandé de diriger des programmes qui ne m'auraient jamais accepté en tant qu'étudiant. Ça a toujours été pour moi un mystère, je dirais, extraordinaire. Si vous voulez, si vous n'avez pas, on passe à côté pour des signatures, puisqu'on a la chance d'avoir les livres là. Moi, j'ai une commande de 5 déjà. Bon, alors moi, ce que je fais, la seule chose que je peux faire, je prends un stylo. J'ai une dernière question. Après l'optimisme, l'audace, la chance inattendue, c'est quoi ta prochaine surprise? Alors j'étais parti, je pense que j'en suis en discuter avec l'éditeur, mais je crois que je vais écrire, je ne sais pas encore comment je vais le bâtir, mais alors le titre est, on reste dans la série des éloges parce que j'ai un éditeur qui est très, mais je pense, ça fera, ceux qui me connaissent, ça va faire beaucoup rire dans la salle, mais je pense que je vais enfin écrire ce que je voulais écrire depuis des années, qui était l'éloge de la futilité. En profondeur. En profondeur, absolument. Attention.